Très bien, chers amis, nous reprenons nos travaux, comme nous l'avions dit, pour l'audition dans le cadre du PLF 2025, qui continue sa vie au Sénat. J'en fais pas trop. Je rappelle juste dans quel cadre nous sommes. Et il nous a semblé effectivement, et parallélisme des formes, logique, ayant entendu Astrid Panosyan-Bouvet la semaine dernière, Geneviève Darrieussecq tout à l'heure, qu'on puisse continuer avec les ministres du pôle social, si on peut dire ça comme ça, solidarité, plutôt, le pôle solidarité. Et en tout cas, on vous remercie de votre présence. Alors, merci donc à Paul Christophe, qui est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Agnès Canaillet, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, chargée de la famille et de la petite enfance, Charlotte Parmentier, chargée des personnes en situation de handicap, et Salima Saha, qui est chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je salue aussi notre rapporteure Christine Navour. Et je rappelle simplement les règles du jeu. On va vous laisser la parole comme vous l'avez souhaité, c'est-à-dire comme vous l'avez peut-être organisé, de manière ramassée, pour qu'on puisse ensuite entendre les orateurs de chacun des groupes, et ensuite répondre aux orateurs et aux questions qui pourraient être posées par certains des parlementaires présents. Alors c'est sûr que le vote de tout à l'heure a enlevé un peu de suspense à l'audition, mais néanmoins il nous semblait normal qu'on puisse vous entendre et savoir ce qu'il y avait dans ces documents budgétaires, dans ces budgets concernant ces matières importantes. Cher Paul Christophe, je te laisse la parole tout de suite pour démarrer, et puis ensuite, dans l'ordre, les uns et les autres parleront. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres du pôle social, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous consacrer un peu de votre temps. On apprécie la présence de celles et ceux qui sont là. J'ai bien conscience qu'on a pris les meilleurs. En tout cas, Voilà, en tout cas, on va donner le meilleur de nous-mêmes, nous aussi, rassurez-vous. Donc nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour examiner les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances dans le cadre du projet de loi de finances 2025. En complément des branches autonomie et famille de la sécurité sociale, cette mission de plus de 30 milliards d'euros est au cœur de l'action de mon ministère. Elle traduit dans les actes une valeur partagée par les Français, celle de la fraternité face aux difficultés. Et la fraternité, ce n'est pas qu'un mot. C'est investir dans notre modèle social, l'un des plus protecteurs au monde. C'est investir dans notre avenir collectif en préparant celui de nos concitoyens les plus vulnérables. Je le répète souvent, mais nous sommes tous vulnérables à un moment de notre vie, et j'assume d'aborder les textes budgétaires qui me concernent dans une vision d'investissement pour l'avenir. Car au-delà des déficits immédiats, il y a ceux à venir, et si nous n'accompagnons pas notre transition démographique et ne favorisons pas la participation de chacun à notre modèle de société. Mais à court terme d'abord, et parce qu'un dérapage des finances publiques toucherait en premier lieu les plus vulnérables, vous le savez, j'ai fait des choix, et ils sont évidemment perfectibles étant donné les délais contraints dont nous disposions. Je me suis tenu à 4 grands principes. L'efficience, parce que si les Français sont solidaires, même dans les temps difficiles, ils ont une exigence légitime à ce que les moyens publics aillent aux personnes qui en ont besoin, au juste montant, et sans jamais renoncer à l'ambition de l'insertion sociale et professionnelle. Le respect des engagements de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales ensuite, et en particulier des départements, qui sont les chefs de file de l'action sociale sur les territoires. Le troisième principe est la lutte contre la pauvreté, et en particulier celle des enfants, qu'ils soient à l'aide sociale à l'enfance ou non, qui peut influencer tout le reste de leur vie, en plus d'être évidemment insupportable. Enfin, la sanctuarisation absolue, malgré le contexte budgétaire, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et les moyens dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Disons-le tout de suite, avant des discours non fondés d'austérité, la fraternité évoquée par le Premier ministre dans son discours de politique générale, c'est notamment le budget de cette mission qui passe de 29,7 milliards d'euros en 2024 à 30,3 milliards d'euros en 2025. Les prestations prévues dans la mission SIEC, tout d'abord, soutiennent activement notre modèle social que j'évoquais. Elles soutiennent en effet près de 5 millions de nos concitoyens pour éviter qu'ils ne tombent dans la pauvreté. Je veux rappeler que lorsque l'on bénéficie de l'AH, du RSA ou de la prime d'activité, chaque euro compte. Pour s'assurer que nos concitoyens les plus modestes ne s'appauvrissent pas en 2025, ces prestations seront revalorisées sur l'inflation dès avril 2025.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées est également revalorisée, comme vous le savez. C'est un choix que j'assume parce que la réforme de France Travail, qui nous vient de la loi plein emploi, que nous connaissons très bien, chère Christine, dans laquelle nous sommes particulièrement investis en tant que députés, permet à toutes les personnes au RSA de bien entrer dans un parcours actif vers l'emploi. Mon ministère prendra toute sa part à cet effort, puisque nous savons que le premier frein à l'emploi pour les femmes en particulier, c'est la garde d'enfants. Le déploiement du service public de la petite enfance contribuera à lever ce frein, j'y reviendrai, ou plutôt nous y reviendrons. Concernant la prime d'activité, je souhaite conserver son objectif de soutien au niveau de vie des travailleurs les plus modestes. C'est une prestation efficacement conçue, grâce à laquelle on a toujours un gain à travailler, plus, contrairement à ce qui peut être dit. Je vous informe par ailleurs que nous allons procéder à un ajustement sur la prime d'activité pour qu'elle remplisse son objectif initial de soutien aux 5 premiers déciles de revenus. En lien avec l'évolution importante du SMIC ces dernières années, des personnes qui sont dans la deuxième moitié des Français les plus aisés peuvent aujourd'hui la recevoir et cela pose légitimement question. Nous allons donc modifier le mode de calcul en avril 2025 pour limiter, je dis bien limiter, la hausse de la prime pour les plus aisés lors de la revalorisation sur l'inflation. À la demande et aux côtés du Premier ministre, je m'engage aussi pleinement dans le projet de l'allocation sociale unifiée, avec la conscience de ce qui marche déjà, et ce qui marche bien, mais aussi et surtout de ce qu'il faut améliorer. Il arrive parfois que le gain au travail ne soit pas suffisant, en particulier lorsque les personnes perçoivent le RSA ou la prime d'activité et une aide personnelle pour le logement. Ensuite, nous avons la responsabilité de garantir que les aides soient versées au juste droit. Il nous faut pour cela sanctionner les fraudes individuelles et collectives, mais surtout lutter contre le non-recours et les erreurs de bonne foi, qui sont fréquentes et pénalisent les ménages lorsque les indus sont réclamés. À partir de 2025, le pré-remplissage donc des demandes de RSA et de primes d'activité dans 5 départements sera généralisé et il participera à limiter grandement les indus, comme à s'assurer que les personnes qui ont le droit à plus de prestations y accèdent bien. J'insiste sur l'importance de ce changement, car il permettra d'apaiser les relations entre les caisses et les bénéficiaires, mais aussi de restaurer une stabilité financière indispensable aux personnes les plus fragiles. La diminution de ces erreurs va aussi avoir un effet financier majeur. On parle d'économies de l'ordre de 800 millions d'euros sur la prime d'activité et de 150 millions d'euros sur le RSA recentralisé. Ces sommes, qui ne sont que le rétablissement du juste droit, pourront permettre de compenser la baisse des non-recours, qui est aussi une priorité de notre ministère et qui devrait représenter un coût notable. Mesdames et messieurs les députés, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi et avant tout l'action de terrain et elle va au-delà des prestations. J'en viens donc aux moyens d'accompagner les personnes vers l'émancipation, leur pouvoir d'agir et d'accéder aux prestations auxquelles elles ont le droit dans le cadre du pacte des solidarités lancé en 2023. Je renouvelle ici l'engagement du gouvernement pour un cadre interministériel de prévention et de lutte contre l'isolement, la pauvreté, et pour aller vers celles et ceux qui sont le plus exclus. Je crois à l'efficacité de l'action des bénévoles et des professionnels dont je tiens ici à saluer l'engagement. J'ai choisi de respecter, malgré le contexte difficile, la trajectoire budgétaire à la hausse prévue initialement avec 61 millions d'euros supplémentaires sur le programme 304. Je vais même plus loin que ce qui était prévu sur la tarification des cantines à 1 €, car c'est un dispositif en lien avec les communes rurales qui fonctionne et on sera tous d'accord pour dire que c'est tant mieux. Les crédits augmentent de 35 millions d'euros à cet effet. À propos des différents dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire ensuite, j'ai choisi de poursuivre la transformation de notre système d'aide alimentaire vers plus de qualité, plus de participation des personnes et enfin plus de produits locaux et de solidarité alimentaire territoriale. Le programme Mieux manger pour tous finance l'achat de fruits et de légumes frais pour la santé des bénéficiaires et favorise le développement d'initiatives locales comme les chèques alimentaires. Il verra ses crédits augmenter de 10 millions d'euros pour atteindre 80 millions d'euros en 2025. J'ai par ailleurs souhaité pérenniser un programme expérimental, Urgence Premier Pas, qui permet de s'assurer que les structures d'aide alimentaire ont ce qu'il faut pour les tout-petits en termes de nourriture comme d'hygiène pour un coût de 6 millions d'euros. Et parce que bénéficier des prestations, cela suppose d'avoir une adresse postale, j'ai proposé d'augmenter de 2 millions d'euros les moyens dédiés aux associations et aux maires qui réalisent cette domiciliation pour les plus grands exclus, souvent les sans-abri. Ces moyens complètent le financement des expérimentations territoire zéro non-recours, où je sais que vous êtes particulièrement engagée, chère Christine Le Nabour. Je n'oublie pas non plus les territoires d'outre-mer, particulièrement touchés par la pauvreté.
avec un renforcement à hauteur de 2 millions d'euros des actions dédiées aux plus jeunes dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant, où beaucoup de choses se jouent. Enfin, nous financerons à hauteur de 2,5 millions d'euros un dispositif Premières Heures en chantier. Il permet aux personnes très éloignées de l'emploi et souvent sans abri de reprendre confiance en elles en travaillant à la journée au rythme qu'elles peuvent et dans une démarche d'insertion. Comme indiqué, les crédits dédiés aux contrats locaux des solidarités avec les métropoles et les départements sont sanctuarisés pour que la dynamique très positive de nouveaux contrats plus adaptables au territoire puisse se poursuivre. L'État avait promis de s'engager, désormais de manière pluriannuelle, et je connais l'importance d'avoir une visibilité pour les collectivités et les professionnels. Cet engagement envers les collectivités concerne également les mairies qui recevront 86 millions d'euros de crédits nouveaux pour leurs nouvelles compétences d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance à partir de 2025. Agnès Canayer, bien évidemment, dévoilera un peu plus précisément cette ambition. Les moyens dédiés à la contractualisation pour la protection de l'enfance sont par ailleurs maintenus au niveau de consommation 2024 pour préserver les actions en cours de déploiement. Pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie comme les autres, parmi les autres, j'ai la chance de pouvoir appuyer sur Charlotte Parmentier-Lecocq, et elle reviendra sur les budgets d'intervention qui ont bien entendu été préservés sur cette priorité confirmée par Monsieur le Premier ministre. Enfin, en lien avec Salim Assa, nous avons pris les décisions budgétaires sur l'ensemble du périmètre des solidarités en ayant toujours une attention particulière aux femmes qui sont si souvent en première ligne. Leur vulnérabilité prend parfois des formes différentes. J'augmente ainsi les crédits de lutte contre la précarité menstruelle de 2 millions d'euros en 2025. Et tu pourras, cher Salima, d'ailleurs détailler les nombreuses actions du programme budgétaire dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai notamment constaté l'efficacité sur le terrain il y a quelques semaines de la nouvelle aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Et bien entendu, toutes ces propositions doivent faire l'objet d'une discussion et je serai ravi de répondre à vos questions aux côtés donc de mes collègues. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je laisse maintenant la parole à Agnès Canayer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure spéciale, Madame la rapporteure pour avis, Mesdames et Messieurs les députés. Préambule de cette audition, je tiens à rappeler que les financements des politiques publiques conduites par le ministère de la Famille et de la Petite Enfance ne relèvent pas uniquement du projet de loi de finances pour 2025. En effet, une part non négligeable étant portée par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, notamment à travers du Fonds national d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, qui finance les politiques petite enfance, enfance-jeunesse, accueil de loisirs. S'agissant du projet de loi de finances, c'est l'action 17 au sein du programme 304 qui concerne les sujets propres au ministère de la Famille et de la Petite Enfance. Elle porte sur la protection et l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables. Les budgets ont été préservés et même, pour certains, renforcés. Concernant les grands chantiers conduits par le ministère de la Famille et de la Petite Enfance, le projet de loi de finances prévoit d'abord, comme l'a annoncé Monsieur le Ministre, 86 millions d'euros au titre de la compensation financière des communes qui deviennent autorités organisatrices du service public de la petite enfance au 1er janvier 2025. Ce projet majeur consacre et renforce le rôle des élus locaux, particulièrement des maires, sur cette politique essentielle pour sécuriser les parents et protéger les enfants. Nous aurons à cœur d'être présents aux côtés des élus, légitimement vigilants sur sa mise en place et son financement et à l'écoute des propositions des parlementaires. Le fonds destiné à la création de nouvelles places d'accueil du jeune enfant sont quant à eux prévus dans le Fonds national d'action sociale des CAF et en augmentation importante sur la période 2023-2027 afin que toutes les conditions de réussite du service public de la petite enfance soient réunies. Ils permettront la création de places pour tous, mais aussi, et j'en suis particulièrement satisfaite, de développer les crèches à vocation d'insertion professionnelle, qui sont un levier important pour les familles monoparentales. De même qu'ils permettront, au travers des différents bonus qu'ils comportent, d'amener des solutions en faveur de l'accueil des jeunes enfants défavorisés et de mieux mailler les territoires fortement dépourvus de solutions. À travers cette politique et de ces budgets, l'enjeu est certes d'accroître le nombre de places d'accueil du jeune enfant, mais qui n'est pas simplement quantitatif. Il est aussi d'apporter des solutions qualitatives et garantes de la cohésion sociale. Par ailleurs, la protection de l'enfance demeure notre autre enjeu central, avec un financement préservé au projet de loi de finances 2025. Protéger tous les enfants, particulièrement les plus vulnérables, est notre priorité, et nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire.
Ainsi, la contractualisation de l'État avec les départements dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance est préservée. L'enveloppe consommée de 120 millions d'euros est pour l'heure identique à celle de 2024. Je souligne également qu'en complément, une attention particulière est portée aux enfants protégés en situation de handicap qui peuvent également bénéficier de solutions portées par les budgets. Mais je laisserai ma collègue Charlotte Parmentier-Lecocq vous en parler, notamment dans le programme des 50 000 solutions. 50 millions d'euros supplémentaires sont prévus pour l'accompagnement des départements dans le maintien des jeunes majeurs dans les structures de l'ASE, afin d'éviter les sorties sèches dont nous connaissons les effets néfastes. La prise en charge des mineurs non accompagnés est préservée à hauteur de 101,3 millions d'euros. Les crédits de cette mission sont destinés à des aides financières pour 2 dispositifs, la mise à l'abri et l'évaluation de la minorité des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés, et d'autre part, la prise en charge de ces mineurs dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La contribution exceptionnelle de l'État aux dépenses de l'aide sociale à l'enfance au titre des mineurs non accompagnés mise en œuvre depuis 2018 est d'ailleurs reconduite. S'agissant du groupement d'intérêt public France Enfance Protégée, constitué en 2023 pour mieux coordonner les politiques de protection de l'enfance, l'État versera 4,9 millions d'euros, les départements versant l'équivalent. L'État renforce enfin son engagement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, sujet majeur et qui me tient particulièrement à cœur. Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants est une priorité et nous renforçons en 2025 nos actions sur les points suivants. Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2024-2027 est également maintenu avec un financement à hauteur de 2 millions d'euros. Et le financement de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, est renforcé pour atteindre 0,7 million d'euros afin de maintenir son fonctionnement et sa plateforme d'écoute. Enfin, le financement des unités d'accueil pédiatrique enfants sans danger, UAPED, qui regroupe dans un lieu unique de ressources des soignants spécialisés en santé de l'enfant et de l'adolescent, est assuré à hauteur de 7,4 millions d'euros. Nous participons au financement de 60 000 euros par unité en faveur d'une meilleure coordination entre les différents professionnels mobilisés dans la prise en charge des mineurs victimes. Soyez assurés, mesdames et messieurs les députés, qu'avec ce budget et avec les pistes d'amélioration que vous souhaiteriez apporter, notre engagement est total en faveur des familles, de tous les enfants et particulièrement des plus vulnérables. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Chère Charlotte Parmentier-Lecocq, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Madame la rapporteure pour avis, Mesdames et Messieurs les députés. J'aimerais d'abord vous dire que je suis très heureuse, évidemment, d'être devant vous dans cette salle de la Commission que j'ai bien connue. En préambule, je rappellerai d'abord que les crédits destinés au financement de la politique publique du handicap ne relèvent pas exclusivement du programme 157 Handicap et dépendance et donc de la mission qui nous réunit ce soir. Au total, l'effort national en faveur du soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap, comprenant les dépenses de sécurité sociale de l'État et des collectivités territoriales, s'est élevé à plus de 61 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 11 milliards d'euros par rapport au niveau de 2017. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale qui vous ont été présentés témoignent de la volonté du gouvernement de préserver et de renforcer les financements des politiques du handicap. Le programme Handicap et dépendance traduit cette année encore cette ambition, avec une augmentation de son budget de 4,2%. Ce sont près de 650 millions d'euros supplémentaires pour dépasser les 16 milliards d'euros. À titre d'illustration, les 270 millions d'euros prévus dans le budget de la sécurité sociale pour l'année 2025 permettront, en complément des moyens déjà déployés en 2024, d'atteindre le déploiement de 15 000 solutions nouvelles dès l'année prochaine sur les 50 000 visées en 2030 et sur lesquelles le gouvernement renouvelle son ambition. Comme ministre délégué auprès des personnes en situation de handicap, je travaille donc de façon interministérielle avec l'ensemble de mes collègues et je suis particulièrement attentive à la préservation des budgets et programmes relatifs aux personnes en situation de handicap dans les différents ministères concernés.
Je prends ici pour exemple les récents progrès que nous avons obtenus avec la ministre Panosyan-Bouvet et plusieurs députés pour le déplafonnement de la contribution de la taxe affectée à la GFIP et la sanctuarisation de 50 millions d'euros pour le financement des entreprises adaptées. Pour revenir plus particulièrement au programme 157, les crédits contribuent très majoritairement au soutien du revenu des personnes en situation de handicap par le financement de l'allocation aux adultes handicapés, qui représente 90% des dépenses du programme. Je rappelle à cet effet qu'au-delà des revalorisations annuelles pour compenser les effets de l'inflation, plusieurs revalorisations exceptionnelles sont intervenues depuis 2017, ce qui mérite à nouveau d'être mentionné et salué. Cette année, la dépense d'AAH reste caractérisée par son fort dynamisme, inhérent à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et par les effets de la réforme de déconjugalisation, effective depuis le 1er octobre 2023. Je me réjouis d'ailleurs du succès de la déconjugalisation, que j'ai moi-même défendu avec bon nombre d'entre vous. Cette réforme présente en effet un gain moyen pour les bénéficiaires de 556 € par mois, supérieur aux 370 € initialement estimés. Le programme 157 prévoit également un certain nombre de crédits destinés à favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. J'en profite ici pour saluer l'engagement constant et précieux de Madame la rapporteure Le Nabour sur ces enjeux. Sur ce plan aussi, je me permets d'abord de mentionner certaines évolutions importantes survenues depuis 2017. Les travailleurs sortant d'ESAT bénéficient maintenant d'un parcours renforcé en emploi, avec un accompagnement au long cours à caractère médico-social et professionnel. Depuis le 1er janvier 2023, les bénéficiaires de l'AAH peuvent désormais travailler simultanément et à temps partiel en ESAT et en milieu ordinaire de travail, grâce à une modification du calcul de l'AAH qui encourage l'activité professionnelle. À partir du 1er décembre de cette année, les travailleurs en situation de handicap continueront à bénéficier de l'AAH 1 s'ils décident de poursuivre leur activité professionnelle après leur âge légal de départ à la retraite. Cela se traduit concrètement par une progression du taux d'activité et du taux d'emploi des personnes en situation de handicap et par une baisse substantielle du taux de chômage ces dernières années. Pour autant, nous savons que le taux de chômage des personnes en situation de handicap, 12%, reste significativement supérieur à celui de l'ensemble de la population active, 7,3%, et il nous faut donc maintenir notre action au service de l'emploi des personnes en situation de handicap. En ce sens, le programme 157 qui vous est présenté maintient le financement de l'aide au poste versée par l'État aux ESAT au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés, laquelle bénéficie à plus de 120 000 personnes. Il s'agit ainsi d'accompagner l'évolution des ESAT en poursuivant l'annualisation de l'aide au poste et les travaux liés à la refonte de leur système d'information pour la demande de versement de l'aide au poste. Le programme 157 prévoit aussi la préservation en 2025 des financements dédiés à l'emploi accompagné à hauteur de 39 millions d'euros, après une hausse conséquente de 15 millions d'euros en 2024. Cette stabilisation des crédits, en complément d'une contribution du FIP et de la GFIP, est essentielle pour la poursuite de la dynamique en faveur de l'insertion durable des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire de travail. Près de 13 000 personnes seront accompagnées vers et dans le maintien à l'emploi fin 2024 et la cible de 30 000 personnes à horizon 2027 est maintenue. La politique de lutte contre la maltraitance pour les personnes en situation de handicap comme les personnes âgées, sur laquelle est particulièrement engagé le ministre Paul Christophe, relève également du programme 157 et sera significativement renforcée avec des crédits en hausse. Le programme inscrit en effet le financement de mesures prévues par la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances et la loi Bien vieillir, pour faciliter les signalements, renforcer les contrôles dans les établissements et prévenir les risques par un accompagnement des institutions et des professionnels. Des cellules de lutte contre les maltraitances placées auprès des ARS seront installées pour recueillir et suivre le traitement des situations de maltraitance.
Un système d'information permettant leur centralisation et la circulation sécurisée des informations sera également financé. Enfin, dans une perspective d'efficience et de respect des règles de marché public, je vous confirme qu'une plateforme nationale téléphonique contre les maltraitances sera mise en place avec un nouveau numéro de téléphone national. Avant de conclure, je souligne par ailleurs que le programme 157 prévoit des crédits moins souvent valorisés mais pourtant essentiels. Je pense aux subventions versées aux associations et fédérations nationales en faveur des personnes en situation de handicap ou âgées dépendantes, comme l'Union nationale des familles et des amis des personnes malades et ou handicapées psychiques, l'UNAFAM, l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, l'association Comme les autres ou Hyper Super à titre d'illustration de financement réalisé en 2024. Le programme 157 contribue également au soutien du portail national de l'édition adaptée, porté conjointement avec le ministère de la Culture, qui permettra de faciliter la vie quotidienne de millions de personnes en les aidant à trouver rapidement dans le commerce des ouvrages qui leur sont accessibles ou à s'en procurer une adaptation. Ce sont là aussi autant de crédits qui témoignent de la priorité du gouvernement pour une société plus inclusive et en faveur des personnes en situation de handicap. Je cède maintenant la parole à ma collègue Salim Assa en mentionnant notre engagement commun pour l'accès aux soins des femmes en situation de handicap et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, engagement qui s'est récemment traduit par la généralisation du dispositif Handigynéco, voté à l'unanimité par vous, mesdames et messieurs les députés, lors de l'examen du PLFSS en séance publique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Donc, comme annoncé, Madame Salim Assa, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. C'est avec fierté et responsabilité que je m'exprime pour la première fois devant cette commission. Je m'exprime en tant que secrétaire d'État d'un gouvernement dont le Premier ministre a souligné, lors de sa déclaration de politique générale, qu'il n'y aurait aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Et également comme membre d'une équipe unie derrière le ministre Paul Christophe. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, nous avons obtenu que le budget alloué au programme 137, égalité entre les femmes et les hommes, augmente de 10% pour atteindre 85,1 millions d'euros. Dès ma nomination, j'ai annoncé que je serais une secrétaire d'État de combat avec le soutien du ministre Paul Christophe et que j'y mettrai toute mon énergie. Ces combats, ce sont des combats de société. Ce sont des combats qui nécessitent une politique interministérielle forte et pour lesquels l'ensemble du gouvernement est engagé. À ce titre, les moyens que l'État consacre aux droits des femmes et aux politiques d'égalité entre les femmes et les hommes dépassent très largement le seul programme 137. Pour 2025, l'évaluation des crédits du document de politique transversale égalité atteint 5,78 milliards d'euros. Dans ces combats, l'État peut compter sur l'engagement et la mobilisation constante d'un réseau dense d'associations que le programme 137 soutient financièrement. Elles sont des partenaires indispensables au niveau national, au niveau territorial, en métropole et en outre-mer. Vous l'aurez compris, elles sont nos partenaires dans tous nos territoires. Je veux les remercier et leur dire que nous continuerons à les accompagner. Ma première priorité, en accord avec le ministre Paul Christophe, c'est la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Nous consacrons ainsi 2/3 des moyens du programme 137, soit 58,7 millions d'euros, à la prévention de toutes les formes de violence. Nous prenons en charge l'accompagnement des femmes qui en sont victimes, que ce soit dans la sphère familiale et privée, comme dans l'espace public. Nous poursuivons également notre soutien à des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Je pense par exemple à des dispositifs nationaux d'écoute, d'information et d'orientation, comme le 3919, pour lequel nous reconduisons notre soutien à hauteur de 5,3 millions d'euros. Je pense aussi aux structures locales d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes. Nous consacrons ainsi 3,6 millions d'euros aux accueils de jour et 5,9 millions d'euros aux lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation. D'ailleurs, demain, j'irai à la rencontre des équipes du lieu d'écoute de Ris-Orangis. Plus largement, je suis très attachée au développement des dispositifs d'aller vers en direction des femmes en situation de vulnérabilité et d'isolement, notamment dans les territoires ruraux, les quartiers prioritaires ou les outre-mer.
Nous accompagnerons en 2025 la montée en charge de nouveaux dispositifs auxquels je crois beaucoup et qui sont déjà en train de prouver leur efficacité, comme l'aide universelle d'urgence, comme en a parlé Paul Christophe. L'aide universelle d'urgence permet aux victimes attestant de violences conjugales de faire face aux dépenses immédiates pour quitter leur conjoint violent. Entre décembre 2023 et juillet 2024, plus de 26 000 femmes en ont déjà bénéficié, mais on sait que toutes les victimes n'y recourent pas encore. Compte tenu de ce dynamisme, nous consacrerons en 2025 20,4 millions d'euros, soit 7,4 millions d'euros supplémentaires par rapport à la loi de finances de 2024. Cette nouvelle aide est appelée à être intégrée dans un dispositif plus large qui s'appelle le PAC Nouveau Départ. Je me suis rendue dans le Val d'Oise, qui est le département pilote le plus avancé dans sa mise en œuvre et qui l'expérimente depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je compte bien me rendre dans les 4 autres départements pilotes. En tant qu'ancienne préfète, je sais qu'on peut attendre d'un tel dispositif une coordination sur le territoire. Je suivrai personnellement la mise en œuvre des expérimentations et leur bilan pour que nous puissions évaluer et généraliser le PAC Nouveau Départ dans toute la France. Par ailleurs, le 2 mai 2024, la première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle a été lancée. Et dans le cadre de sa mise en œuvre, le gouvernement consacre 3,3 millions d'euros. Il s'agit de répondre à la montée en charge des parcours de sortie de la prostitution par les associations agréées. Le gouvernement augmente également de 300 000 euros les moyens dédiés au financement d'allocations financières d'insertion sociale et professionnelle, appelée la FIS. La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, qui fait l'objet d'un axe à part entière de la nouvelle stratégie, voit par ailleurs une inscription dans ce PLF de 6,2 millions d'euros, nouveau sur le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes. Ces moyens pérennes permettront de soutenir les associations et collectivités, notamment pour assurer la protection des mineurs, les tenir éloignés des lieux d'exploitation et conforter un réseau national. Tous ces dispositifs représentent des progrès évidents. Pour autant, tout n'est pas réglé, comme le montre encore l'actualité des dernières semaines. C'est pourquoi j'ai annoncé puis créé une cellule d'urgence qui réunit des experts pluridisciplinaires, des associations, des professionnels de santé, des représentants des forces de l'ordre, des avocats, des magistrats, pour apporter des solutions concrètes. Et je présenterai les premières mesures dans 2 semaines, le lundi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et d'autres mesures suivront, qui tiendront notamment en compte des propositions de la mission de Sandrine Josso sur la lutte contre la soumission chimique. Je veux la remercier et je lui apporte tout mon soutien dans son combat. Je veux d'ailleurs saluer l'adoption à l'unanimité de son amendement dans le cadre de l'examen du PLFSS avec le soutien du gouvernement et notamment de la ministre Geneviève Darrieussecq pour expérimenter la prise en charge des tests pour détecter la soumission chimique même sans dépôt de plainte. Ma deuxième priorité, en accord avec le ministre Paul Christophe, c'est d'atteindre l'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes et de mettre un terme à toutes les inégalités et les préjugés qui persistent dans notre société. Nous y consacrons ainsi 11,3 millions d'euros. 2,6 millions d'euros sont notamment dédiés à l'insertion professionnelle des femmes les plus éloignées de l'emploi. Et plus particulièrement au soutien de l'action des bureaux d'accompagnement individualisés vers l'emploi. Ou encore au service emploi porté par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, les CIDFF. Je veux également mettre l'accent sur les 4 millions d'euros qui sont mobilisés pour favoriser la mixité des métiers et des orientations professionnelles et pour encourager l'entrepreneuriat au féminin. J'ai fait des études scientifiques et j'ai travaillé dans l'industrie, une filière, un secteur où les femmes sont sous-représentées. C'est pourquoi je serai plus particulièrement attentive à la mise en œuvre des actions innovantes au niveau national et territorial visant à favoriser la mixité des filières des secteurs non mixtes vers les métiers de demain, notamment le numérique, l'intelligence artificielle, la cyber, la tech. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'année 2025 sera marquée par le renouvellement de l'accord cadre national entre l'État et BPI France. Cet accord est décliné dans les territoires à travers les plans d'action régionaux en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Dans ce cadre, les crédits du programme 137 soutiennent la création, la reprise d'entreprises et d'activités par les femmes, notamment dans les zones rurales. Entre 2021 et 2023, ce sont ainsi 80 000 femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement. Enfin, comme mes collègues qui ont pris la parole ce soir, je tiens à insister sur mon ambition forte de consolider l'accès des femmes à leurs droits. En 2025, 13,5 millions d'euros y seront affectés.
Mesdames et messieurs les députés, comme je le disais en introduction, l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat de société. Au-delà de l'État et des associations dont j'ai déjà parlé, il nécessite la mobilisation de toutes les Françaises et les Français, l'engagement de la société civile, des entreprises, des collectivités territoriales, et je sais combien elles y prennent part. Le combat pour l'égalité a aussi besoin de vous, vous les parlementaires. Je connais votre mobilisation, votre expertise de vos territoires et vos positions précieuses. Et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, merci à tous les quatre de ces présentations. Je vais donner maintenant la parole à notre rapporteur pour avis, Christine Le Nabour, en lui précisant que ce n'est pas parce qu'il y a 4 ministres que c'est 4 fois 10 minutes. Ça reste 10 minutes, quel que soit le nombre de ministres. Voilà, c'est comme ça. C'est dommage, hein. Alors Madame la rapporteure, à vous la parole. Voilà. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, chers collègues. Je vous présente aujourd'hui mon rapport concernant la mission budgétaire Solidarité, Insertion, Égalité des chances, mission dont le budget a augmenté de 10 milliards d'euros, un chiffre qui illustre cette attention centrale au soutien des politiques de solidarité depuis 2017. Dans un contexte de redressement des comptes publics, je me félicite de l'augmentation globale à périmètre constant des crédits alloués à la mission dans le projet de loi de finances pour 2025. Il s'élève ainsi à 30,37 milliards d'euros par rapport à l'année dernière, puisque la mission perd le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, désormais absorbé par le programme 155, Soutien des ministères sociaux. Quelques observations non exhaustives concernant le détail des crédits. Après la nette hausse de 10% de l'année dernière, les crédits du programme 304, qui portent sur l'inclusion sociale, sont quasiment stables. Cette baisse concerne uniquement les crédits prévus pour la prime d'activité, toutes les autres actions du programme 304 étant en hausse. Au total, le gouvernement prévoit près de 12,5 milliards d'euros en 2025 pour la prime d'activité. Celle-ci joue un rôle central en matière d'incitation à l'emploi et de soutien au pouvoir d'achat. Elle est aujourd'hui perçue par près de 4,5 millions des foyers. Les mesures que nous avions votées à la suite du mouvement des Gilets jaunes ont conduit à presque doubler le nombre de bénéficiaires. La légère baisse des crédits prévus dans le PLF est liée à la mise en œuvre de la solidarité à la source. Avancée majeure tant en termes d'accès aux droits que pour réduire les indus. Le programme 304, en complément de la prime d'activité, finance des dispositifs essentiels d'inclusion sociale. Le pacte des solidarités, d'abord, pour sa 3e année, continue une montée en puissance avec une augmentation de 23% par rapport à l'an passé. Il mobilise les crédits de la sécurité sociale et de plusieurs programmes de l'État avec une forte coopération des collectivités territoriales. Ce pacte s'articule autour de 4 axes principaux. Il vise d'abord la prévention de la pauvreté dès l'enfance, en finançant un fonds d'innovation pour la petite enfance, des petits déjeuners gratuits dans les écoles, en Outre-mer et dans les territoires les plus fragiles de l'Hexagone. Le pass colo pour permettre aux enfants de participer à des séjours sous conditions de ressources. Le pacte soutient également la sortie de la pauvreté par l'emploi avec des dispositifs comme Premières Heures en chantier qui facilitent l'insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail. Pour garantir l'accès aux droits essentiels, il déploie l'expérimentation Territoire zéro non-recours dans 39 territoires, renforce la domiciliation et mène des actions contre la précarité menstruelle. Enfin, dans le cadre de la transition écologique solidaire, la tarification sociale des cantines et le programme Mieux manger pour tous améliorent la qualité et la durabilité de l'aide alimentaire en introduisant des produits plus sains et respectueux de l'environnement. Le programme 304 prévoit également une augmentation de près de 2% des crédits pour l'aide alimentaire, répondant ainsi aux besoins croissants remontés par les associations. L'action 17, dédiée à la protection et à l'accompagnement des enfants, jeunes et familles vulnérables, voit aussi ses crédits augmenter de 21%. Près de 420 millions d'euros sont ainsi alloués à la stratégie nationale de protection de l'enfance, englobant la prise en charge des mineurs non accompagnés, le soutien aux unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, la prévention des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, les revalorisations salariales et le financement du service public de la petite enfance pour accompagner les communes. J'en viens au programme 157 Handicap et dépendance. Les crédits de ce programme sont en hausse de 4% et représentent au total 16 milliards d'euros. Cette progression résulte principalement du dynamisme des dépenses relatives à l'allocation adulte handicapé, qui constitue l'essentiel du programme. Nous avons revalorisé le montant de l'AAH, qui s'établit aujourd'hui à 1 016,05 € par mois pour une personne sans enfant, contre 819 € en octobre 2018. L'AAH bénéficie aujourd'hui à 1,3 million de personnes. Aux côtés de l'AAH, le programme 157 finance également des aides au poste versées aux ESAT
pour un total de 1,6 milliard d'euros et l'emploi accompagné pour 38,5 millions d'euros. Enfin, le programme 157 finance également les mesures visant à lutter contre la maltraitance des personnes en situation de handicap et des personnes âgées d'ailleurs, notamment grâce au numéro de téléphone d'alerte, le 39 77. Le troisième et dernier programme de la mission Solidarité est le programme 137 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, politique publique que nous avons érigée comme grande cause nationale. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit 85 millions d'euros pour le programme 137, soit une hausse de 10% par rapport à 2024. Le programme 137 repose sur 2 piliers. Le premier pilier est celui de l'accès au droit et l'égalité professionnelle. Près de 25 millions d'euros sont prévus à cet effet. Ces crédits permettent de soutenir les associations et financent les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, mais aussi des projets visant à garantir l'égalité professionnelle et l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième pilier est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les crédits prévus soutiennent des dispositifs pour aller vers les victimes, les accueillir et les mettre en sécurité. Le programme 137 finance aussi l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, qui a bénéficié entre décembre 2023 et juillet 2024 à plus de 26 000 personnes et dont les crédits sont portés à 20,4 millions d'euros. J'en viens désormais à la partie thématique de mon avis, qui porte sur l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les Jeux paralympiques de 2024 resteront dans l'histoire. Ils ont permis un changement à grande échelle du regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap. Nous devons poursuivre dans cette voie pour lutter contre les stéréotypes et garantir une société pleinement inclusive. L'emploi des personnes en situation de handicap constitue à ce titre un enjeu majeur. Depuis 2017, on observe une baisse historique du taux de chômage des personnes en situation de handicap, passé de 17,6% en 2017 à 12% aujourd'hui. Ces chiffres sont le fruit des améliorations globales observées sur le marché du travail, mais également le résultat des politiques publiques conduites par les gouvernements précédents. Je pense notamment à la loi Avenir professionnel qui a rénové l'obligation employeur et rendu obligatoire les référents handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés, à la loi 3DS qui a cherché à favoriser l'insertion en milieu ordinaire et plus récemment à la loi plein emploi dont j'ai été rapporteure avec Monsieur le ministre et qui a notamment affirmé le principe d'orientation professionnelle en milieu ordinaire en tant que droit universel et poursuivi les efforts en matière de convergence des droits entre les travailleurs handicapés en milieu ordinaire et ceux en établissement ou service d'accompagnement par le travail, les ESAT. Malgré ces améliorations, nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que le taux de chômage reste 2 fois plus élevé pour les personnes en situation de handicap. 37 ans après la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées, le taux d'emploi direct des bénéficiaires de l'obligation d'emploi atteint 5,66% en 2023 dans la fonction publique et 3,5% en 2022 dans le secteur privé, encore loin de l'obligation des 6%. Les discriminations à l'embauche demeurent. Le handicap constitue toujours le premier motif de discrimination dans les réclamations effectuées auprès du défenseur des droits. Le chemin à parcourir pour rendre le monde du travail pleinement inclusif reste donc encore long. Je formule plusieurs recommandations dans mon rapport autour de 3 axes principaux. Le premier axe porte sur les efforts que nous devons conduire pour rendre le milieu ordinaire plus inclusif. Pour cela, il nous incombe de renforcer les incitations à l'emploi, notamment en rendant possible le cumul entre l'AAH2 et les revenus d'activité au-delà du mi-temps. Nous devons également poursuivre les efforts pour mieux garantir l'accès à la formation, y compris initiale, ce qui suppose de rendre l'école et les études supérieures véritablement inclusives. L'accompagnement des employeurs constitue un autre point essentiel. Il faut rappeler que les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi et que celles de moins de 250 salariés n'ont pas l'obligation d'avoir un référent handicap. Or, il s'agit d'un vivier d'emploi majeur. Ces entreprises ont besoin d'être accompagnées pour mettre en place des politiques RH inclusives. Les réseaux d'entreprises peuvent jouer un rôle déterminant. Je pense, par exemple, au réseau des entreprises s'engagent. Il existe par ailleurs de nombreuses aides, notamment via la GFIP, qui peuvent encore gagner en efficacité et en lisibilité. Il nous faut aussi développer l'emploi accompagné pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés lors de la dernière conférence nationale du handicap de 30 000 personnes accompagnées d'ici 2027. Nous devons le renforcer à travers les moyens financiers accrus et une rénovation de sa gouvernance. La liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, la liste ECAP, doit être revue. Établie en 1988, elle est aujourd'hui largement obsolète et contribue aux stéréotypes sur le handicap. Je souhaite qu'une nouvelle concertation s'engage en vue de sa révision.
Le deuxième axe est celui du soutien au secteur protégé et aux entreprises adaptées que nous devons accompagner dans leur effort de transformation. Les ESAT jouent un rôle majeur en matière d'accompagnement social et d'insertion dans le monde professionnel pour près de 120 000 travailleurs handicapés. Le plan de transformation des ESAT lancé en 2021 reste compliqué à mettre en œuvre. Dans la continuité de ce plan, nous devons favoriser la montée en compétences et l'employabilité des travailleurs en ESAT. La convergence des droits est essentielle, mais elle a de lourdes conséquences financières qui nécessitent un soutien renforcé de l'État. À ce titre, je souhaite que nous remettions en place le Fonds d'accompagnement pour la transformation des ESAT, le FATESAT, qui s'est révélé très efficace pour soutenir la modernisation de ces établissements. Nous souhaitons encourager l'insertion vers le milieu ordinaire des travailleurs en ESAT, qui ne concerne aujourd'hui que 0,6% d'entre eux. Pour cela, il faut développer les ESAT hors les murs et préciser les modalités du parcours renforcé en emploi. Les associations auditionnées ont insisté sur la mise en place d'un simulateur de ressources utile aux travailleurs en ESAT pour calculer leurs ressources en cas de passage vers le milieu ordinaire. J'ai également pu, au cours de mes auditions, constater les fortes inquiétudes des entreprises adaptées en lien avec les conséquences de la réforme de l'obligation d'emploi. Les entreprises adaptées permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités. Nous devons les soutenir, favoriser le recours à la sous-traitance et actionner davantage le levier de la commande publique. Le troisième axe de ma réflexion concerne la simplification du parcours de l'usager. La loi plein emploi doit permettre des améliorations significatives en la matière, à condition que le réseau pour l'emploi se mette pleinement en ordre de marche. Les bonnes pratiques observées sur nos territoires doivent nous inspirer. Je pense notamment à l'initiative Cap Jeunes dans mon département, qui permet la mise en place d'un accompagnement unique, assurant la coordination entre les missions locales, les Cap Emploi et France Travail. Et pour terminer, en 2021, l'ONU a invité la France à se mettre en conformité avec la Commission internationale des droits des personnes handicapées en respectant un modèle fondé sur les droits de l'homme. Elle juge un modèle français trop paternaliste qui met l'accent sur l'incapacité des personnes handicapées et fait de l'institutionnalisation la norme. Les mesures prises depuis 2017, en particulier celles de la loi plein emploi de 2023, permettent un changement de paradigme. La Commission des affaires sociales a décidé de nous confier à Sébastien Pétavy et moi-même une mission afin d'évaluer la loi de 2005. Nous y sommes prêts. Alors ensemble, poursuivons cette transformation pour un avenir où chacun, quelle que soit sa situation, trouve pleinement sa place dans notre société. Chers collègues, je vous remercie pour votre... Merci. Nous avons très légèrement débordé. Je suis désolée. Très légèrement. Bon, on va maintenant entrer dans la discussion et je vais donner la parole aux orateurs des groupes politiques. On essaie de tenir 4 minutes. Madame la rapporteure avait beaucoup de choses à dire et c'était des sujets importants. Et il était normal par rapport à tout ce qui avait été évoqué qu'elle puisse le dire. Donc j'ai fait preuve de clémence. Je serai moins clément avec les orateurs des groupes qui ont tous, je les connais, un art de la synthèse qui est maîtrisé. Voilà, alors on commence par Madame Christine Loire pour le groupe Rassemblement National, pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le Ministre, si la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances est cruciale, la question que nous nous posons tous aujourd'hui est bien de savoir si le budget 2025 lui donnera les moyens de répondre pleinement aux besoins de nos concitoyens les plus vulnérables et les plus précaires. Alors, il est vrai que contrairement à d'autres, cette mission bénéficie d'une augmentation budgétaire et d'une croissance très légèrement inférieure à l'inflation. Car oui, avec 30,4 milliards contre 29,9 en 2024, cette augmentation est bien inférieure à la hausse des prix et donc loin de renforcer la capacité de soutien de cette mission. Elle risque plutôt de diluer l'impact de ces actions. En d'autres termes, cette hausse, en apparence, est dans les faits un gel déguisé. Les crédits consacrés à l'AAH, à la prime d'activité, au RSA augmentent de 500 millions d'euros pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Si nous nous félicitons de l'adoption de la déconjugalisation de l'AAH portée par Marine Le Pen dans son programme présidentiel, les personnes en situation de handicap continuent de se heurter à des obstacles majeurs en matière d'insertion professionnelle. Ces prestations sont essentielles pour ceux qui en dépendent. Les chiffres nous montrent une réalité alarmante. 19,5% des adultes handicapés vivent sous le seuil de pauvreté, soit 300 € de moins que les personnes valides. Par ailleurs, le taux de 12% de chômeurs des personnes en situation de handicap reste encore beaucoup trop élevé. Concernant l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue par la loi
du 28 février 2023 est un progrès indispensable. Elle prévoit que les victimes puissent bénéficier d'une aide ou d'un prêt sans intérêt délivré dans les 3 jours par la CAF et la MSA. Cependant, pour que cette aide soit efficace, encore faut-il garantir les moyens humains nécessaires dans les CAF et MSA, qui, déjà surchargés, risquent de ne pas pouvoir respecter ce délai. Je m'attarderai sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Cette rentrée scolaire illustre une nouvelle fois les lacunes du dispositif AESH. Malgré les dispositifs MDPH, de nombreux enfants n'ont toujours pas d'AESH pour cette année. Nous sommes tous interpellés dans nos circonscriptions par des familles désemparées. Dans mon département de l'Eure, encore ce matin, 2 nouvelles familles voyant l'accompagnement de leurs enfants en situation de handicap compromis. Le délai des traitements des dossiers MDPH sont encore rallongés. Pour que l'école soit réellement inclusive, il est impératif de stabiliser et d'augmenter le nombre de postes d'AESH et d'accompagner les formations. Enfin, la lutte contre la pauvreté, notamment des enfants, demeure une priorité insuffisamment financée dans ce budget. Certes, la tarification sociale des cantines scolaires à 1 € au moins est un pas en avant, mais elle n'efface pas la précarité qui gangrène notre société. Je rappelle par ailleurs que nous avons voté pour la cantine à 1 € pour nos étudiants les plus précarisés. Alors ce budget se veut peut-être, oui, un soutien à la solidarité, mais c'est une intention, un souffle froid, un manque de corps, de cœur et d'ambition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-François Rousset. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Madame la Rapporteure. Je tiens tout d'abord à saluer le remarquable travail mené par Christine Lenabour dans le cadre de l'élaboration de son rapport sur cette mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Si toutes les missions budgétaires que nous avons examinées jusqu'à présent sont évidemment d'égale importance, celles-ci recouvrent un périmètre particulièrement vaste et riche, s'agissant du champ de notre commission, et permet par ailleurs de financer de nombreuses mesures élaborées par la précédente majorité. Ainsi, le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, alimente la mise en œuvre du pacte des solidarités de 2023, successeur de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Au sein de ce pacte, l'on trouve ainsi, entre autres, la tarification sociale appliquée aux cantines, les repas à 1 €, de même que la distribution de petits déjeuners gratuits pour les enfants issus de milieux défavorisés. Ce même programme finance également le déploiement du service public de la petite enfance, notamment par le biais d'un accompagnement des communes autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant dans une logique de soutien à une dynamique de création de nouvelles solutions d'accueil. Concernant le programme 157, Handicap et dépendance, si celui-ci finance principalement l'allocation aux adultes handicapés, laquelle a été déconjugalisée à notre initiative depuis 2023, il convient de rappeler qu'il permet également la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maltraitance des personnes âgées que nous avons votées dans le cadre de la loi Bien vieillir. Enfin, les crédits du programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, permettront de poursuivre le financement des mesures prises par suite du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, dont notamment la montée en puissance du pacte Nouveau Départ lancé par la ministre Isabelle Rome en 2023. Pour celles et ceux d'entre nous qui siégeaient sous la 16e législature, vous vous souviendrez sans doute de l'adoption unanime par notre Assemblée de la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, qui constitue une composante importante de ce pacte. Chers collègues, cette énumération non exhaustive devait, à mon sens, être effectuée non seulement pour mettre en valeur l'importance de cette mission budgétaire, mais également pour rappeler à certains et certaines ici présents les nombreuses mesures sociales mises en œuvre depuis 2017, celles-ci étant curieusement occultées dans de nombreuses prises de parole des groupes d'opposition concernant notre bilan. Malgré une légère diminution de l'enveloppe du programme 304 de l'ordre de 0,16%, les crédits de la mission sont en hausse avec une augmentation de 4% du programme 157 et de près de 10% du programme 137. Nous l'aurions soutenu demain matin au moment de son adoption. Merci. Très bien, merci. La parole maintenant à Élie Khaliffer pour le groupe socialiste.
Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, la mission que nous examinons aujourd'hui revêt une importance cruciale pour notre cohésion sociale et républicaine. Solidarité, insertion et égalité des chances. Ces mots sont porteurs de valeurs fortes. Toutefois, leur budget connaît une baisse de 22 millions en autorisations d'engagement et de 104 millions en CP, alors même que l'inflation précarise davantage de foyers. Certes, certaines actions bénéficient d'une légère hausse, mais ces augmentations modestes ne visent guère qu'à maintenir une précarité sans ambition réelle de transformation des parcours de vie. L'aide alimentaire augmente de 1,95%. Est-ce suffisant quand on sait que la demande d'aide alimentaire a bondi de près de 22% en un an et que depuis 2020, nous comptons 400 000 nouveaux demandeurs issus de profils toujours diversifiés. Pareil pour la protection de l'enfance. L'augmentation est en grande partie attribuée au transfert des responsabilités vers les collectivités territoriales, désormais chargées de la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Quant à l'égalité entre les femmes et les hommes, désignée grande cause du quinquennat, ces crédits plafonnent à seulement 85 millions d'euros, soit une somme insuffisante pour mener des actions préventives et promouvoir l'égalité réelle, je dirais réelle. L'augmentation de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales augmente de 56%. Est un pas dans la bonne direction, mais elle ne permet pas de s'attaquer aux causes profondes de ces violences toujours plus nombreuses. Le logement, on a exprimé quelques idées tout à l'heure. J'aimerais vous dire que vous avez exprimé de grandes ambitions, mesdames et monsieur le ministre. Cependant, je voudrais vous demander, est-ce que vous comptez obtenir des moyens supplémentaires pour rendre plus visible encore, pour rendre plus inclusive notre société, car cela va de notre ambition républicaine et notre ambition de solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Justine Gruet. Merci, Monsieur le Président. Merci à Mesdames et Messieurs les ministres pour votre présence. Examiner les crédits de cette mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances dans le contexte économique et social que nous traversons était attendu par nos concitoyens. Or, le rejet cet après-midi dans l'hémicycle de la partie recettes du budget pour 2025 change inévitablement la place donnée à la discussion de cette mission. Nous le regrettons car cela ne nous permet pas de défendre nos propositions par voie d'amendement. Il ne pouvait néanmoins en être autrement au regard des hausses monumentales de taxes votées chez certains groupes, absents par ailleurs ce soir. C'est fort dommage car il y avait tant à dire dans cette partie dépenses. De manière générale, notre groupe se félicite que le handicap, la dépendance ou l'égalité femmes-hommes ne pâtissent pas des baisses budgétaires. Ces politiques sont essentielles. Ce budget concrétise notamment la poursuite de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, entrée en vigueur en octobre 2023. Je tiens par ailleurs à saluer l'engagement des moniteurs au sein des entreprises adaptées et ESAT, qui permettent une meilleure considération et valorisation par le travail. J'aurai l'occasion de participer au DUOD et vous invite à prendre le temps de passer la porte de ces établissements pour mieux comprendre leur fonctionnement. Tout comme ce budget conserve l'aide universelle d'urgence qui vise à soutenir financièrement les femmes victimes de violences conjugales afin qu'elles puissent quitter leur domicile et faire face à des dépenses immédiates. Les derniers chiffres ont été publiés la semaine dernière. Les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par le ou la partenaire ou l'ex-partenaire en 2023, soit 10% de plus qu'en 2022. Il était donc important de sanctuariser ces domaines. Il y a également un enjeu fort à mieux protéger, sensibiliser notre société et notre jeunesse à l'utilisation des réseaux sociaux. Plusieurs regrets néanmoins qui peuvent être formulés. Celui d'un blocage à pouvoir réformer notre action publique. Sur le handicap, par exemple, notre groupe est convaincu que l'on peut faire mieux en facilitant les procédures de renouvellement MDPH. Moins d'administratif et plus de bon sens, c'est aussi plus de facilité au quotidien pour les bénéficiaires. Sur la place de la solidarité dans notre société aussi, nous aurions pu mieux faire. C'est évidemment en lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais je mesure toute la difficulté à pouvoir élaborer une allocation sociale unique plafonnée en fonction d'un niveau de SMIC. Je ne peux que regretter qu'aucune piste de réflexion n'ait pu être dégagée dans ce budget.
Notre groupe a à cœur de défendre le travail qui paye. Je pense tout d'abord à la revalorisation liée à la prime Ségur, qui oublie encore de nombreuses catégories socio-professionnelles et qui n'est pas toujours compensée. Notre groupe Droite républicaine considère que les financements publics doivent en priorité permettre de valoriser la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie et non continuer d'encourager l'assistanat. C'est donc dans le contexte budgétaire difficile que nous défendions un amendement visant à geler la revalorisation du revenu de solidarité active en 2025. Nous aurions pu également nous interroger sur la pertinence des aides attribuées comme la prime de rentrée ou la prime de fin d'année aux bénéficiaires d'allocations quand des personnes qui travaillent, eux, n'y ont pas le droit. Autre point, enfin, les effets de bord liés aux primes d'activité. Les mécanismes de retour à l'emploi sont à saluer, mais de plus en plus d'artisans ou chefs d'entreprise font état de personnes refusant une augmentation de peur de perdre la prime d'activité. Il ne faudrait pas que nous nous enfermions dans un système de paliers. Là encore, je pense que nous avons un réel travail à mener. Vous pourrez compter sur notre groupe et l'ensemble de ses députés pour avancer sur ces sujets essentiels pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sébastien Pétavy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, le groupe Écologie s'interroge sur ce volet solidarité, au crédit supposément augmenté, bien que les sommes avancées ne couvrent toujours pas suffisamment les besoins des personnes concernées. C'est notamment le cas pour le domaine du handicap, avec une augmentation en trompe-l'œil de 4,2%, qui n'est toujours pas suffisante pour répondre à la promesse d'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes handicapées, qui, nous le rappelons, devrait être la norme. La GFIP a ainsi dû suspendre plusieurs aides pour raison d'imprévus budgétaires. Comment est-ce possible, dans ce contexte, le plafonnement des contributions reçues par la GFIP envisagées par le gouvernement lors de la première partie du PLF ne passe tout simplement pas. Les personnes handicapées et l'enjeu crucial de leur insertion professionnelle n'ont pas à subir ces restrictions budgétaires. L'aide pour les contrats de professionnalisation a ainsi chuté de 2 000 € par personne. Cela concernant l'adaptation des situations de travail des personnes est désormais limitée à 90% du surcoût. L'aide à la recherche et au maintien de l'emploi a tout bonnement été suspendue. Comment comptez-vous y remédier ? Cette séquence budgétaire aurait également pu être l'occasion de se conformer à la loi de 2005 sur l'absence de critères d'âge pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Bientôt 20 ans après la loi du 11 février 2005, envisagez-vous enfin, Mesdames et Messieurs les ministres, que la France respecte ses obligations en levant la barrière d'âge de 60 ans pour bénéficier de la PCH ? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un AVC après ses 60 ans ne peut pas en bénéficier. Le budget dédié à la concrétisation de l'égalité de genre est lui aussi insuffisant pour répondre à la détresse financière des associations. L'absence de compensation financière à la prime Ségur oblige la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles à lancer un fonds d'urgence pour aider ces associations. Il faut dire que pour un crédit qui ne représente que 0,5% du budget de l'État, l'ex-grande cause du quinquennat du président a ainsi bon dos. Face à la levée du tabou sur les violences commises dans le cinéma, le sport ou l'Église, face à la résonance du combat de Gisèle Pellicot et de notre collègue Sandrine Josso contre les violences sexuelles par soumission chimique, quand est-ce que ce budget sera à la hauteur de la révolution féministe que nous vivons actuellement ? Alors que seulement 1,5 million d'euros sont dédiés à des campagnes de prévention, y aura-t-il de la place pour une campagne massive demandée par toutes les associations ? Reconnaissez-vous la nécessité de sensibiliser également la population sur les violences par soumission chimique qui bénéficient encore d'une large impunité aujourd'hui ? Enfin, alors que l'objet de ce volet est d'être solidaire envers les plus vulnérables, quel financement envisagez-vous pour protéger la santé des enfants placés ? L'expérimentation du dispositif Santé protégée, qui permet la prise en charge à 100% d'un parcours de soins pour les enfants avec un suivi médical régulier et l'accès à des soins psychiques précoces, doit se terminer en fin d'année. Envisagez-vous de la généraliser ? Est-ce que la santé et le bien-être des enfants placés feront enfin partie des priorités de ce gouvernement ? Merci. Merci beaucoup. Olivier Falorni, pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les ministres.
J'aimerais aborder ce soir avec vous ce qui constitue peut-être le fil rouge de vos différents ministères, c'est-à-dire la perte d'autonomie et plus précisément l'adaptation de notre société au vieillissement de la population. Nous le savons, l'allongement de l'espérance de vie et la baisse de la natalité modifient profondément la structure de notre pyramide des âges. Les personnes de plus de 65 ans représentent déjà 22% de la population française et leur part ne fait qu'augmenter, sans que le renouvellement des générations connaisse la même dynamique que celle des dernières dizaines d'années. Et dès 2030, les plus de 65 ans seront en effet plus nombreux que les moins de 20 ans. Et le rapport réalisé en 2019 par Dominique Libault, qui s'appelait « Pour une politique nouvelle et forte du grand âge en France », estimait quant à lui que le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie, entendu au sens des bénéficiaires de l'APA, doublera d'ici à 2050 pour atteindre 2,5 millions d'allocataires. Nous devons donc aménager notre société en conséquence et cet effort d'adaptation à la transition démographique et à une plus grande reconnaissance de tous les handicaps prend plusieurs formes. Il concerne l'effort de préservation de l'autonomie, l'adaptation de l'environnement, la facilitation du maintien à domicile, la lutte contre l'isolement, et la liste ne s'arrête pas là, évidemment. Alors nous connaissons tous cette phrase du général de Gaulle selon laquelle la vieillesse est un naufrage. Eh bien, en tant que législateurs, nous avons bien évidemment, mes chers collègues, le devoir de faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Le Parlement a adopté le 8 avril dernier la loi dite « Bien vieillir », laquelle prévoit de nombreuses dispositions pour nous adapter au vieillissement de la population. Si cette loi va dans le bon sens, notamment en matière de lutte contre l'isolement et les maltraitances, nous savons bien qu'elle ne sera toutefois pas suffisante. Les difficultés structurelles auxquelles nous faisons face sont nombreuses. Limite des moyens des départements dans leurs actions pour l'autonomie, manque d'attractivité des métiers du soin, absence de programmation pluriannuelle des investissements pour faire face à cette transition démographique, malgré les dispositions de la loi Bien vieillir, en ce sens adoptée lors de son examen à l'Assemblée nationale. Aussi, ma question sera directe. De quelle manière votre ministère, vos ministères, comptent-ils s'engager dans l'adaptation de la société au vieillissement? Avez-vous prévu dans les mois à venir une loi de programmation pour prévenir la perte d'autonomie ou une loi relative au grand âge? Et enfin, je souhaiterais attirer votre attention sur le fonctionnement des CIDFF, qui assurent une mission d'information des femmes sur leurs droits, mais également de promotion d'une culture de l'égalité confiée par l'État et formalisée par une convention de moyens et d'objectifs. Chaque année, les équipes des 98 associations locales accompagnent et informent plus de 150 000 femmes sur leurs droits, dont plus de 60 000 femmes victimes de violences. Et dans mon département de la Charente-Maritime, ce seront 23 salariés qui interviennent auprès de 4 000 femmes ou hommes victimes de violences. Le 6 août dernier, le gouvernement a acté l'extension de la prime Ségur aux salariés du secteur médico-social. J'en suis particulièrement satisfait puisque je n'ai eu de cesse de le demander. Mais le coût de la revalorisation de la masse salariale pour le CIDFF local est de 80 000 €. Comment sera-t-il possible de compenser la mise en œuvre de cette mesure à un moment où les violences conjugales n'ont jamais été aussi nombreuses? Le soutien des pouvoirs publics s'avère particulièrement important, notamment sur le plan financier. Je vous remercie. Merci. Je donne tout de suite la parole à Nathalie Colin-Osterlé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, chers collègues, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances du projet de loi de finances pour 2025 représente un budget de plus de 30 milliards d'euros, stable par rapport à 2024. La part la plus importante de ce budget est ainsi dédiée au financement de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité. Malgré l'absence de hausse des crédits cette année, nous voterons en faveur de cette mission, car comme nous l'avons déjà dit ici, nous pensons que si l'État continue de dépenser sans compter, ce sont les plus fragiles qui verront les premiers leurs conditions de vie se dégrader. Nous nous réjouissons tout d'abord du programme 157, Handicap et dépendance pour 2025, qui porte l'aboutissement des premières réformes menées et soutenues à l'Assemblée nationale, telles que la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés.
Le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, inclut notamment la prévention et la lutte contre les violences et la prostitution, qui bénéficie de 38,4 millions d'euros, en légère augmentation par rapport à 2024. Cette action se concentre sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, en particulier au sein du couple, par le soutien à des actions d'accueil, d'information, d'accompagnement et d'orientation des femmes victimes. Elle participe également à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. Je me permets néanmoins d'appeler votre attention sur la nécessité d'individualiser au sein de ce programme le budget consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment intrafamiliales. Il nous faut un budget spécifique, un budget qui à ce jour est insuffisant si nous voulons lutter efficacement contre ce fléau. Nous devons en faire une priorité, tant en termes de prévention qu'en termes d'accompagnement des victimes qui vivent aujourd'hui encore un véritable parcours du combattant. Les collectivités locales et les associations agissent, bien sûr, mais elles ont besoin de l'État à leur côté. J'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet. Enfin, le programme 304 incarne une dimension essentielle de la lutte contre la pauvreté à travers des mesures visant l'inclusion sociale et la protection des personnes. Il prévoit notamment 418,8 millions d'euros pour la protection et l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables, marquant une hausse de 21%. Ce programme contient notamment des crédits du pacte de solidarité 2023-2027, annoncé en 2023, doté de 253,8 millions d'euros, soit une augmentation de 23%. Ce pacte s'articule autour de 4 axes prioritaires: le renforcement du service public de la petite enfance, l'accès aux droits fondamentaux, l'accompagnement vers l'emploi pour les publics éloignés du marché du travail et le soutien aux travailleurs précaires. Alors, à ce stade de la mise en œuvre, il nous semble essentiel de disposer, mesdames et monsieur le ministre, d'un point d'étape afin d'apprécier les avancées concrètes réalisées dans chacun de ces domaines. Nous aimerions également connaître votre vision pour l'évolution de ce pacte, qu'il s'agisse de poursuivre les priorités actuelles ou d'envisager des ajustements. Un éclairage sur ces perspectives permettrait de saisir pleinement l'orientation et l'ampleur de cet engagement, de votre engagement, monsieur le ministre Paul Christophe, que je sais continue en faveur des plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et il nous reste à écouter Yannick Monet. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'imagine que je ne récupère pas tout ce que les autres n'ont pas dit. Hein. Non, il n'y a pas de... On ne cumule pas ce que les autres n'ont pas pris comme temps. Non. Mesdames et Messieurs le Ministre, Madame la rapporteure, ce que le rapport de notre collègue Le Nabour nous rappelle fort justement, c'est qu'il y a 2 marchés du travail pour les personnes en situation de handicap. Celui dit ordinaire, où les personnes ont le statut de salarié bénéficient de la protection du Code du travail, et celui dit protégé, où les personnes sont considérées comme des usagers du secteur médico-social, relevant du Code de l'action sociale, même si le précédent gouvernement a fait évoluer les droits de ces travailleurs vers ceux du milieu ouvert. Ma première question porte sur cette évolution des droits des travailleurs en ESAT. Pour que ces nouveaux droits soient effectifs, les ESAT ont besoin d'être soutenus par les pouvoirs publics. Par exemple, le programme 157 du PLF ne laisse pas apparaître de crédits supplémentaires concernant le financement de la complémentaire santé des travailleurs des ESAT. Le rapport propose aussi la création d'un fonds spécifique pour venir en aide aux établissements en difficulté, mais il nous semble que c'est une proposition à court terme qui ne saurait être la traduction d'une politique publique engagés aux côtés de ces établissements, même si cette enveloppe est utile et nécessaire. S'agissant des travailleurs des ESAT eux-mêmes, la convergence de leurs droits avec ceux des salariés interroge de nombreuses associations et syndicats, notamment au regard de la rémunération et des droits qui y sont attachés. Pourquoi ne pas créer un statut de salarié protégé, spécifique aux travailleurs en milieu protégé, en accompagnant les ESAT dans cette transition, plutôt que de s'arrêter à un statut d'assimilé salarié qui laisse de côté la reconnaissance du travail par un salaire décent et les droits acquis par la cotisation. Par ailleurs, et ce sera mon deuxième champ d'intervention sur lequel j'aimerais recueillir le sentiment des ministres, je pense qu'on ne peut pas traiter de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap sans réfléchir à la manière de renforcer notamment la médecine du travail. La difficulté de la médecine du travail est déjà le manque d'effectifs, 4 800 médecins du travail en 2020 pour plus de 29 millions d'actifs, dont 2,7 ayant une reconnaissance administrative de leur handicap. Mais la question des moyens de la médecine du travail se pose aussi, notamment du périmètre de ses missions, pour qu'elle ait un réel pouvoir d'agir sur les conditions de travail qui fabriquent aussi du handicap. C'est, me semble-t-il, un grand impensé de la loi pour le plein emploi et la création de France Travail.
La loi pour le plein emploi a systématisé l'orientation vers le marché du travail ordinaire, mais sans renforcer la santé au travail, sans renforcer les obligations des employeurs en termes d'accessibilité et d'aménagement des postes de travail, sans tenir compte de l'environnement comme l'accessibilité des transports, qui sont un frein avéré à l'accès et au maintien dans l'emploi. Or, le salariat ne peut être inclusif et synonyme d'autonomie que si au préalable est assurée l'adaptation des conditions de travail et d'emploi. Il me semble que l'on touche là à un des points limites des politiques publiques en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons 4 orateurs inscrits, je vous propose de prendre les 4 questions tout de suite, et comme ça, on pourra ramasser l'ensemble des réponses. Ah non, il y en a plus ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord laisser peut-être les ministres répondre aux premiers orateurs, et on prendra de ce fait les questions ensuite. Alors, peut-être on pourrait inverser l'ordre et commencer par vous, Madame la ministre. Plutôt que de commencer par mon voisin et aller vers vous, peut-être vous pouvez commencer à répondre sur les points qui concernent votre ministère, et puis on progressera dans l'autre sens pour changer un peu les choses. Très bien, Monsieur le Président. Allez-y. J'ai noté sur l'ensemble des interventions, malgré tout, la reconnaissance d'une augmentation de 10% de ce budget sur le programme 137. Il est clair qu'un budget qui est essentiellement lié sur l'égalité, mais également la prévention contre les violences faites aux femmes, je n'ai jamais assez. Mais dans la période actuelle que nous vivons, une augmentation de 10%, et notamment sur l'aide universelle d'urgence, c'est déjà un effort qui a été consenti par mon ministre, Paul Christophe, mais également par le Premier ministre. Pour revenir sur votre question concernant la séparation du budget, aujourd'hui, on peut plutôt additionner, que ce soit l'action 25, en effet, il y a la prévention et lutte contre les violences et la prostitution, mais il y a également l'aide universelle d'urgence. Je comprends votre question. Vous souhaitez qu'on isole complètement le budget lié aux violences faites aux femmes. Mais moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder les lignes ligne à ligne. Et on voit quand même déjà, on peut faire des additions et des soustractions. En tous les cas, quand on additionne l'action 25 et l'action 26, on est à plus de 58 millions d'euros sur les actions liées à l'accompagnement des femmes victimes. Et la prévention et la lutte contre la prostitution représentent 3,3 millions d'euros et la FIS 2,1 millions d'euros. Donc je comprends la question, mais aujourd'hui ces deux actions et deux budgets, l'essentiel, je pense, avant tout, c'est le financement de ces actions, c'est le financement de ces associations et c'est le financement du réseau territorial et national qui accompagne les victimes. Et je tiens quand même à souligner cette augmentation de l'aide universelle d'urgence qui est vraiment une demande très forte sur le territoire. Concernant le budget de communication, évidemment, si on ne lit que le budget de communication du programme 137, on peut considérer que c'est insuffisant. Mais en réalité, et on l'a bien dit, et c'est valable pour l'ensemble de mes collègues, c'est qu'il s'agit également d'un budget interministériel. Et c'est bien la particularité de ce secrétariat d'État, c'est qu'il s'agit d'un budget programme 137, mais surtout d'aller chercher le budget dans les autres ministères, et l'enveloppe globale est à plus de 5 milliards d'euros. Concernant la prime Ségur, je laisserai la parole au ministre Paul Christophe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Charlotte Parmentier-Lecocq. Merci, Monsieur le Président. Peut-être répondre d'abord sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap qui a été soulevée par, évidemment, Madame Le Nabour, mais également par Monsieur Pétavy et Monsieur Monet. J'espère que je n'oublie personne, en tout cas sur ces aspects-là. Évidemment, notre volonté, c'est de continuer à nous engager, à engager les entreprises et le milieu ordinaire dans une société plus inclusive. Et je pense que ça veut dire qu'il faut continuer à lutter pour changer le regard. Aujourd'hui, il y a encore un regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap de la part des employeurs comme une difficulté ou une contrainte à pouvoir adapter les postes, à pouvoir intégrer pleinement les personnes en situation de handicap. Il faut toujours rappeler que handicap rime avec performance, c'est ce que nous ont démontré nos parathlètes et c'est véritablement le discours que je porte et que je souhaite qu'on puisse porter à travers la société. On aura bientôt le duo D, c'est aussi un temps dans lequel on peut encourager, et au cours de la semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap qui arrive bientôt, toujours valoriser les expériences positives
et la valeur ajoutée que les personnes en situation de handicap apportent dans les entreprises. Ensuite, c'est évidemment accompagner ces parcours, accompagner les personnes. Ça a été dit par Madame Le Nabour également. Il faut qu'on puisse continuer à soutenir les ESAT. Madame Le Nabour a évoqué la question du FAT-ESAT qui, effectivement, dans le débat parlementaire, a été pointé et effectivement doit pouvoir nous amener à continuer de réfléchir aux moyens de soutenir les ESAT dans cette transformation. Mais nous avançons vers des ESAT hors les murs. C'est vraiment ça l'impulsion qu'on veut donner. L'idée, c'est de permettre que progressivement, les personnes sortent de l'interne des ESAT, puissent travailler avec l'accompagnement des ESAT dans l'entreprise pour progressivement aller vers le milieu ordinaire. Il y a des ESAT qui sont déjà engagés dans cette logique-là. Et puis, c'est de continuer à soutenir toute la palette qui a été évoquée, de l'emploi accompagné, de soutien aux entreprises adaptées. Tout ça, c'est quand même des mesures qui existent dans ce projet de loi de finances et qui sont pérennisées, qui vont être maintenues. Vous avez souligné le problème avec l'AGFIP, Monsieur Pétavy. Mais je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est un problème qui a été résolu par le biais notamment d'un amendement du groupe Ensemble pour la République dans la discussion, et le gouvernement s'est engagé à le suivre, à donner aussi un avis favorable pour qu'on revienne sur ce plafonnement qui avait été dans un premier temps envisagé, et c'est une démarche que, évidemment, avec Astrid Panosyan-Bouvet et avec Paul Christophe, nous avons pleinement soutenue. Peut-être dire aussi qu'il faut que collectivement, on ait une vigilance vis-à-vis de nos entreprises qui traversent aussi des perturbations, qui traversent des difficultés conjoncturelles aujourd'hui, et éviter aussi la pression fiscale et les contraintes qui sont parfois envisagées, parce que celles-ci pèsent aussi sur l'emploi, et évidemment, en premier lieu, pour les personnes en situation de handicap. Enfin, peut-être revenir rapidement sur la question de la médecine du travail et de la santé au travail, qui sont des sujets qui me sont chers, Monsieur Monnet. Se déploie la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dont j'avais commencé le travail d'évaluation de l'application, mais j'invite vraiment les parlementaires à se saisir de l'évaluation de la mise en œuvre de ce texte, qui doit amener justement à la création des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle pour favoriser le maintien dans l'emploi en prévenant l'usure professionnelle des personnes. Donc ça, c'est rapidement sur les questions d'emploi. Ont été soulevées les questions de l'école inclusive par Madame Loire notamment. Principalement. Peut-être rappeler que vous avez souligné le problème des AESH qui manquent auprès de certains enfants. C'est une réalité. Dans certains cas, des AESH sont notifiés et les enfants ne bénéficient pas toujours. On est pourtant dans une logique vraiment de croissance du nombre d'AESH qui est très très forte, de croissance, de professionnalisation aussi de ces professionnels. Et on a aussi à faire face à une augmentation, croissance des notifications des MDPH sur ce plan. Donc c'est suivre à la fois le déploiement, et dans ce projet de loi de finances sur le volet éducation nationale, il est prévu de recruter 2000 AESH supplémentaires, mais ce n'est pas la seule réponse. Il y a aussi tout le dispositif des 50 000 solutions qui doivent là aussi permettre d'accompagner l'école inclusive. Il s'agit aussi d'accompagner dans l'école les enseignants et les enfants avec des professionnels du milieu médico-social. Et donc, c'est de faire venir là aussi les compétences du médico-social hors les murs dans l'école. Et comme l'a dit Madame Le Nabour, c'est en construisant une école plus inclusive, une université plus inclusive, que progressivement, on doit arriver à un emploi et une société plus inclusive. En tout cas, nous sommes pleinement mobilisés là-dessus. Et c'est ce que traduisent aussi les engagements du PLF. Un mot sur la simplification, parce que, évidemment, vous avez été plusieurs, Mme Gruet l'a souligné, les difficultés auxquelles font face les personnes, les familles en particulier, dans les procédures de MDPH. C'est un problème qui est parfaitement identifié. Il y a une feuille de route MDPH qui avait été aussi initiée, qui s'évalue et qui doit se poursuivre. Mais au sein de mon cabinet, j'ai mobilisé spécialement aussi une personne dédiée pour piloter une task force, pour pouvoir atterrir
sur vraiment des améliorations du dossier auprès des MDPH de façon à le rendre plus simple et de faciliter, de fluidifier aussi les procédures qui sont autour. C'est un travail que je souhaite faire vraiment de façon élargie avec l'ensemble des parties prenantes et avec les MDPH elles-mêmes qui sont elles-mêmes dans des démarches d'amélioration de leurs services. Et les professionnels des MDPH voient aussi des améliorations à apporter pour fluidifier et simplifier les démarches. Donc on va les aider, les accompagner dans cette logique. Voilà, peut-être pour revenir sur la question de l'adaptation de la société au vieillissement, soulignée par monsieur Falorni, j'allais dire notre collègue, mais non. Vous avez évoqué ce problème-là, particulièrement pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment une préoccupation forte qui nous remonte aussi des personnes et puis aussi de leurs familles. Là encore, le dispositif des 50 000 solutions dont j'ai rappelé l'engagement très fort dès 2025 pour continuer à construire des solutions, doit permettre aussi de soutenir le financement de solutions pour une société plus inclusive, y compris pour les personnes handicapées qui vivent également plus longtemps. Je crois que j'ai fait le tour rapidement des sujets. Pour la PCH, je ne vais pas faire d'annonce, Monsieur Pétavy. La PCH, elle est portée par les départements. Vous connaissez aussi la situation financière des départements. Et donc, bien évidemment, ce type de mesure ne pourrait pas se faire sans concertation avec eux. Merci beaucoup. Alors, Agnès Canayer me soufflait qu'il n'y avait pas beaucoup de remarques ou de questions qui lui avaient été directement adressées. C'est bien ça? Peut-être au deuxième tour. Peut-être au deuxième tour. Peut-être au deuxième tour, j'ai dit, pour l'instant. Pour l'instant. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Paul Christophe pour compléter les réponses. Oui, merci Président. Beaucoup de choses ont été dites et bien dites. Enfin, moi, je m'accorderai et j'insisterai là-dessus à voir que certains confirment que le budget est en hausse, là où d'autres le voient en baisse. C'est peut-être le clivage majorité-opposition, je ne sais pas. En tout cas, il est facialement en hausse, c'est 4,2%. Moi, je ne trouve pas que c'est de la poudre aux yeux. Hein. Ce n'est pas en trompe-l'œil, en tout cas, cher Sébastien. C'est une réalité, voilà, tout simplement. Ce que je peux dire également, c'est en complément donc, de ce que disaient mes collègues, notamment M. Califer, vous avez raison, beaucoup de mesures qu'on a présentées sont, et je le regrette, quelque part, sont en réparation. Et on voit bien combien on a de progrès à faire sur la prévention, et c'est tout à fait patent sur les questions d'égalité femmes-hommes, et notamment sur les allocations d'urgence qui sont proposées. Donc on a un effort à faire, et on voudra cibler là-dessus, bien évidemment, sur les questions de prévention. Chers collègues, j'allais dire aussi, Madame Gruet, effectivement, la lutte contre l'assistanat, je pense que ce n'est pas un vain mot. Je pense que le dispositif qui a été proposé au titre du remplissage, pré-remplissage, permet, et j'ai été le vérifier d'ailleurs pas plus tard que vendredi auprès de la CAF de Pau, sur le meilleur accès au droit. Voilà, la simplification de la procédure fait qu'aujourd'hui, c'est plus simple d'accéder à son droit. Et surtout, en matière d'indu, on voit que les gens qui ont été sanctionnés, entre guillemets, d'un indu, hésitaient à revenir chercher leurs droits. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est levé. Quand je dis accès au droit, c'est aussi accès au juste droit. Et vous avez vu qu'il y a une appréciation très importante à la baisse sur ces sommes-là, puisque on voit bien qu'on limite les indus de manière très conséquente. Et là aussi, ce dispositif, j'ai pu aller le vérifier, nous permet donc finalement, quand il y a concordance entre la déclaration et la déclaration de l'EDRM, eh bien, on peut passer au sujet qui pose problème. C'est tous ceux qui clignotent parce qu'il n'y a pas concordance. Ils sont bien moins nombreux et ça permet de dégager du temps auprès des agents CAF. Et on a pu voir que finalement, ça leur permet de développer plus de aller vers, de se rendre compte que si vous avez une prestation mais que vous n'avez pas l'autre, eh bien, on vous interroge et ça permet finalement de relier des droits. Je pense à une maman, par exemple, qui avait une enfant boursière, qui disait non, c'est pas la peine, de toute façon, pour rien, pour moi, j'ai jamais le droit à rien. Et finalement, on lui a expliqué qu'elle avait le droit à des aides de Crous pour le logement de sa fille. Et elle a rappelé quelques jours plus tard en disant heureusement que vous m'avez appelé, parce que finalement, c'était vrai. Donc voilà, c'est juste droit, meilleur accès au droit et surtout, du coup, du temps dégagé pour l'accompagnement des personnes en question. Et ça, j'y crois beaucoup. Sur M. Pétavy. Sur la GFIP, bon, ça a été répondu. Sur l'absence des critères d'âge, effectivement, c'est une notion qui n'est pas... Sur la santé protégée, peut-être revenir là-dessus, parce que c'est un élément fort. Donc, vous savez qu'il s'agit d'une mesure au PLFSS qui était d'ailleurs régie par une expérimentation au titre de l'article 51. Alors, moi, je confirme que ça fait l'objet, mais je pense que vous le savez, d'une évaluation très favorable et que nous sommes en train donc d'instruire avec les parties prenantes, notamment côté santé, les modalités d'une généralisation. Donc oui, on y croit et ça a du sens en tout cas pour nous d'accompagner la pérennisation donc de ce dispositif.
Pour M. Falorni, je ne reviendrai pas sur les mesures PLFSS du grand âge, puisque là, on est sur le PLF. Par contre, sur le CDFF, vous le savez également qu'il s'agit donc d'une revalorisation qui a été décidée par les partenaires sociaux, que le CDFS ne sont pas finalement des ESSMS comme les autres, et qu'à ce titre, ça n'engageait pas le gouvernement en termes d'accompagnement financier. Pourtant, je souhaite évidemment porter une attention particulière à la situation financière donc, de ces dispositifs, ces structures, dont vous avez rappelé tout l'intérêt dans le cadre de notre politique d'accompagnement et de lutte contre les violences faites aux femmes en particulier, mais pas que. Et donc je vous confirme que je suis en discussion actuellement en interministériel pour donc, une contribution financière qui serait portée par le programme 137. Voilà. Donc ce n'est pas encore stabilisé. Je mets que la discussion nous sera enlevée dans le cadre des semaines qui viennent, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler sur cette question. Voilà quelques éléments que je voulais rajouter. Et sur la partie que soulève Mme Colin-Osterlé, effectivement, sur le pacte des solidarités, moi, je confirme que les moyens donc, sont bien là sur l'exercice 2025, que je ne m'interdis pas d'évaluer certaines actions pour voir si elles touchent leur cible, notamment en lien avec vos travaux. Je pense que ça a du sens qu'on travaille de manière collaborative. Et je pense, par exemple, qu'il faut évaluer les petits déjeuners gratuits. Alors, on voit que ça a beaucoup d'intérêt sur les territoires outre-mer, mais un peu moins, finalement, dans nos territoires où, au contraire, on nous alerte sur le fait que ça peut générer plusieurs petits déjeuners pour le même enfant. Donc, ce sont des choses que l'on va évaluer. Pour autant, je ne vous fais peut-être pas la liste des moyens, mais je pense qu'ils sont conséquents sur les programmes 13, 14 et 23 en particulier. Et on sera amené à les évaluer avec vous si vous le souhaitez. Très bien, merci. Alors, on a donc 7 orateurs inscrits. On commence avec Sylvie Bonnet pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, la décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l'enfance et de prévention des difficultés familiales. À l'heure actuelle, si l'on ajoute les différentes compensations, l'État verse moins de 100 millions d'euros aux départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6% de la dépense totale estimée à 1,5 milliard d'euros. Il faut vraiment que le coût de la mise à l'abri des MNA et les dépenses des départements pour leur prise en charge soient compensés à l'euro près, pour que ces jeunes puissent être accueillis et soutenus dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le gouvernement afin d'étendre la prime Ségur à l'ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Nous sommes tous d'accord pour l'importance de rendre les métiers du secteur médico-social plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisation légitimes pour les salaires les plus bas. Toutefois, les départements ne peuvent pas, dans l'état actuel de leurs finances, assumer les conséquences annoncées à hauteur de 170 millions d'euros en année pleine. Afin de permettre aux départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, allez-vous prévoir une compensation intégrale par l'État à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d'euros? Merci. Merci. Thibault Bazin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre chargée de la famille et de la petite enfance, je dois vous avouer ma déception à la lecture de ce budget pour 2025. J'attendais du changement en matière de politique familiale. Hélas, je n'y retrouve rien ou presque de ce qui est attendu pour soutenir mieux les familles qui travaillent et qui ont des enfants à charge, à part ce qui était déjà dans les tuyaux où l'État se concentre encore sur les familles monoparentales. Bien sûr, il faut les aider, mais il ne faut pas oublier les autres familles dont le pouvoir d'achat a baissé ces dernières années, comme l'a révélé la Cour des comptes dans son dernier rapport. J'ai présidé au premier semestre une commission d'enquête sur la qualité d'accueil en crèche. J'ai tant de mesures à porter. J'espère que votre gouvernement prendra le temps de nous écouter sur les recommandations à suivre afin de répondre aux défis du secteur. Heureusement que les territoires et ses acteurs n'ont pas attendu le concept du service public de la petite enfance pour offrir des solutions. Les élus ont surtout besoin d'être mieux soutenus par la CAF. Si on ne résout pas les défauts du modèle économique des EAJE, si on ne répond pas au déficit d'attractivité des métiers de la petite enfance, nous n'apporterons pas les réponses attendues. Et ce n'est pas l'ingénierie à l'échelle des EPCI qui y répondra. Je tire ce soir la sonnette d'alarme, Madame la Ministre. Il y a urgence, avec près de 100 000 naissances en moins par rapport à il y a 10 ans. La natalité a chuté drastiquement avec seulement 678 000 bébés nés en 2023. Le taux de fécondité a chuté à 1,68 enfants par femme, alors que le désir d'enfant par femme s'élève à 2,3. Quel changement comptez-vous porter pour établir une politique familiale ambitieuse, à même d'assurer le renouvellement de notre nation? Le programme de notre Premier ministre Michel Barnier pour la présidentielle de 2022 en la matière serait une excellente source d'inspiration. Pas de message personnel. Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. J'aurais deux questions.
Une sur les mineurs. Nous avions voté une loi, notamment pour les MNA, sur la mise à l'abri hors hôtel au 1er janvier 2024, qui n'est à ce jour pas totalement satisfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi sur le suivi médical de ces jeunes avec un passeport santé qui a été mis en place dans certains départements, dont le mien, avec un suivi physique et psychologique. Qu'en est-il de l'extension? Et aussi sur les jeunes de l'ASE, j'aurais la même question que mon collègue Pétavy, mais sur aussi la protection contre la prostitution de ces jeunes qui sont sollicités via Internet et réseaux sociaux et qui sont mis en danger. La deuxième chose, c'est pour les violences intrafamiliales. J'étais à un conseil juridictionnel la semaine dernière où on s'est interrogé sur ces violences, mais surtout sur le fait qu'on a mis beaucoup de choses en œuvre pour protéger les femmes, ce qui est normal puisqu'elles sont souvent victimes de violences, et a priori pas assez pour les auteurs qu'on met en garde à vue puis en prison, puisqu'il y en a plus de 30% à la maison d'arrêt où je suis, et qui manquent de suivi ou de prise en charge pour la suite en termes d'hébergement, de logement, d'emploi et de financement. Merci beaucoup. Annie Vidal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. La question de la transition démographique a déjà été abordée par mon collègue Falorni, si je ne rappellerai pas les chiffres. Toutefois, avec le vieillissement de la population, les risques de perte d'autonomie et d'exposition aux maltraitances augmente bien évidemment. Tout cela a été prouvé. Si l'on peut constater une augmentation des crédits alloués au programme 157, et c'est une bonne chose, force est de constater qu'aujourd'hui, les acteurs du grand âge sont en grande difficulté et que à cela s'ajoute une crise des vocations sans précédent qui est particulièrement préoccupante, et notamment du point de vue du risque de maltraitance, absence de personnel et manque de financement, évidemment, sont des facteurs favorisant la maltraitance. Aussi, Monsieur le Ministre, quelles sont les perspectives sur lesquelles vous pouvez vous engager dans ce domaine aujourd'hui, en dehors, bien évidemment, des expérimentations qui ont déjà été lancées, soit dans le PLFSS 2024, soit par la proposition de loi Bien vieillir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de rebondir sur deux questions des Monsieur et Mesdames les ministres, de rebondir sur deux questions de mes collègues. La première, sur le Ségur. Alors, la promesse originelle, suite au Covid, aujourd'hui, elle paraît bien lointaine, mais petit à petit, on a rattrapé un certain nombre de personnes. À partir du moment où on a choisi d'aller au-delà des soignants. Et aujourd'hui, donc, eh bien, il reste, comme l'a très bien dit Sylvie Bonnet, dans le secteur médico-social notamment, des fonctions support, des fonctions techniques qui restent en marge. Ce qui fait que parfois, dans deux établissements voisins sur les mêmes fonctions, vous avez du Ségur ou vous n'en avez pas. Parfois, dans le même bureau, deux personnes qui se font face peuvent l'une le toucher, l'autre ne pas le toucher. Donc, à un moment, il y a une question d'équité qui se pose entre les personnels. Je vois bien le coup, mais on parle de revalorisation du travail. Je rappelle que la revalorisation du RSA automatique en avril dernier avait coûté au département 700 millions d'euros. Là, on parle de 170 millions d'euros pour des gens qui travaillent sur des fonctions éminemment importantes pour notre pays. Donc, ça me paraît être essentiel et tout à fait finançable si on choisit de faire des choix tranchés sur la dépense sociale. Et puis l'autre sujet, la famille. Le débat ne devrait pas être qui des crèches publiques, des crèches privées fait bien son travail, mais comment on permet aux familles et notamment aux mères qui veulent continuer leur carrière professionnelle et à la développer, d'avoir des places de garde plus facilement accessibles en s'appuyant sur tout le monde. Merci beaucoup. Josiane Cornelou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres. Monsieur le ministre, nous connaissons votre attachement au droit au répit. Je voudrais vous interpeller sur le sujet crucial du droit au répit pour les assistants familiaux. En effet, le week-end de répit est prévu dans le Code de l'action sociale et des familles et fait bénéficier d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois à l'assistant familial. Cependant, il arrive bien souvent que les assistants familiaux rencontrent des difficultés pour jouir de ces repos, notamment en raison du manque de familles relais pour accueillir les enfants pendant leur absence. C'est pourquoi garantir 48 heures de repos consécutifs sans nécessairement les fixer le samedi et le dimanche permettrait aux assistants familiaux d'avoir plus de flexibilité dans la gestion de leur emploi du temps et de mieux adapter leur période de répit. Le problème est bien sûr l'absence de famille relais, mais il est aussi le fait que ce droit au répit n'est pas garanti. L'article du Code de l'action sociale et des familles indique que le contrat peut et non doit
prévoir un temps de répit. Il me semble essentiel de transformer cette possibilité en droit effectif pour tous les assistants familiaux afin qu'ils puissent bénéficier de périodes de répit sans... Très bien, merci. Et puis, pour terminer, Pierre Marle. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, je suis encore maire. Et à ce titre, lundi prochain, je vais présider le conseil d'administration de l'EHPAD de mon village. Or, nombre d'EHPAD sont en difficulté financière et cela bloque les investissements souvent nécessaires. Par exemple, pour le mien, l'EHPAD que je préside qui a 40 ans. Donc, une action en faveur des EHPAD en difficulté financière est-elle envisageable ou mieux envisagée? Très bien. Vous demandez de manière déguisée une subvention directe au ministre, mais qui peut-être connaît un peu votre EHPAD. Il y a des affaires... J'ai peur que ça fasse conflit d'intérêt, Monsieur le Président. C'est ça. Et alors, compte rendu. Pour quelques jours encore, quelques semaines. Pour quelques semaines. Alors... Merci. Allez, Agnès Canaillé, qui se sentait un peu oubliée pour le premier tour de questions, cette fois-ci, elle fait une moisson de questions et de remarques auxquelles elle va répondre. Maintenant, je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur les MNA, alors effectivement, les MNA, vous savez, c'est une compétence du département qui dispose de fonds propres et de dotations pour assurer ces compétences. Néanmoins, il y a des financements spécifiques. Ces financements, cette année, sont de 101,3 millions d'euros, à savoir qu'ils sont maintenus par rapport à ceux de 2024, qui avaient déjà été en forte augmentation de plus de 32 millions d'euros, à la fois pour favoriser la mise à l'abri et l'évaluation de la minorité. C'est 66,2 millions d'euros qui sont dévolus au département pour cette compétence et 35 millions d'euros, un tout petit peu plus, pour la prise en charge des MNA qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est une négociation que nous avons avec les départements, mais ces moyens conséquents permettent de répondre à cette politique importante d'accompagnement et de prise en charge des MNA. Sur la natalité, la nécessité, Monsieur le député Bazin, de relancer la natalité en France, effectivement, il y a un enjeu. Vous l'avez dit, qu'il y a un delta entre le désir d'enfant, alors qui est de 2,1, 2,3 selon les analyses par foyer, et la réalité qui est aujourd'hui d'1,64 enfants. Relancer la natalité, c'est avant tout sécuriser les parents et dans leur désir d'enfant, et cette sécurisation des parents, elle passe avant tout par la sécurisation de la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est l'enjeu premier du service public de la petite enfance qui va se déployer à partir de janvier prochain, qui va devenir une compétence pour les communes, qui permettra de recenser les besoins, de mieux connaître les besoins des parents, et rien de tel que la proximité et les maires pour connaître et évaluer les besoins sur leur territoire et de mettre en place les mesures et les réponses avec un vrai schéma de développement des places d'accueil, que ce soit dans de l'accueil individuel, mais surtout de l'accueil collectif. Et nous comptons beaucoup sur l'engagement des élus et l'accompagnement qui sera mis à la fois dans la compensation de cette nouvelle compétence. On a parlé du montant de 86 millions d'euros pour accompagner les communes ou les intercommunalités dans la mise en place de cette mesure, mais aussi des moyens que met en œuvre la CAF de manière conséquente pour financer des places de crèche et des places d'accueil collectif et faire en sorte que on trouve les réponses les plus adaptées, parce qu'on parle souvent d'accueil dans très grands collectifs, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les plus grosses difficultés sont surtout en milieu rural ou en milieu très éloigné, et cette fois-ci, ce sont des réponses plutôt de plus petite taille, plus adaptées aux besoins. Et la nécessité de mettre en place une politique familiale, de sécuriser les parents, passe par je disais, les modes d'accueil, mais aussi tout un plan de lutte contre l'infertilité, qui est un enjeu aussi de société aujourd'hui et qui nous permettra, nous espérons, d'enrayer cette chute de la natalité, entre autres. Sur la prostitution des mineurs, il faut savoir qu'il y a 6,2 millions d'euros qui sont consacrés dans le projet de loi de financement à ce fléau qui grimpe. Il est vrai, qui permettra des mesures de prévention et de meilleur accompagnement des jeunes
et de mise à l'abri de ces jeunes qui, malheureusement, s'adonnent à cette prostitution. Enfin, pour ne pas être trop longue, sur le droit au répit des assistants familiaux, député Cordeloup, je suis tout à fait d'accord. On a un vrai enjeu sur les assistants familiaux parce que c'est une profession qui manque d'attractivité, c'est une profession vieillissante, tout comme les assistantes maternelles d'ailleurs. Encore rencontré des représentants de ces professions cet après-midi. Ils ont besoin d'une vraie revalorisation et considération de leur profession, pas tant salariale, mais dans l'exercice de leur profession, dans l'accompagnement et la valorisation des actes et de la prise en charge des enfants qui leur sont confiés. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une question liée au répit qui n'est malheureusement pas appliquée de manière égale sur l'ensemble des territoires. Et nous allons lancer tout un travail sur justement l'attractivité par un comité de filière sur ces métiers-là qui permettra aussi de trouver des solutions parce qu'il faut absolument qu'on permette la reconnaissance et l'exercice de cette profession dans des meilleures conditions. Très bien, merci Paul Christophe. Oui, merci Président. Quelques éléments en complément, effectivement, assez très bien dit Agnès. Sur la question du Ségur, et notamment de la compensation par les départements, l'accord qui a été trouvé et qui relève également de l'ensemble des parties prenantes, dont les départements, portait sur un coût global de 600 millions d'euros, 300 millions à la charge de la sécurité sociale qui ont été provisionnés et donc mis à disposition des ARS, 130 millions donc à la charge de l'État, mais j'y reviendrai après, et 170 millions à la charge des départements. C'est quand même un accord qui embarque chacun dans sa zone de compétence. Sur le financement État, j'y reviens parce que ce sont des budgets qui ne relèvent pas forcément des compétences de nos programmes, si je puis dire. Donc c'est interministériel. Pour autant, on y travaille aujourd'hui pour apporter la réponse et faire en sorte que la budgétisation 2025 réponde à ces 130 millions. Reste donc la participation des départements, les 170 millions. Je rappelle juste que donc, les mesures qu'on propose au titre donc, du remplissage à la source, notamment donc, des demandes de primes d'activité et de RSA, au titre du RSA, les départements vont certainement bénéficier d'une économie de 150 millions d'euros. Donc on n'est pas loin des 170, je dis ça en passant, même si en parallèle, et vous savez que j'ai aussi une attention particulière pour les départements, une collectivité très fragilisée aujourd'hui budgétairement, sur le travail aujourd'hui que nous voulons mener sur la convergence des compensations PAPH, notamment dans le cadre donc, des concours de la CNSA. Vous savez qu'aujourd'hui on est 13, bientôt 14 concours à la CNSA. Il nous faut revisiter tout cela et faire en sorte qu'on ait un peu plus d'équité dans les participations et les compensations financières. Sur la question, chère Josiane, également sur on a parlé de la maltraitance. Donc on a un système d'information maltraitance qui est donc en cours de finalisation pour 2025. C'était aussi la question de Nicole. Donc il est budgétisé en tout cas au titre donc, du programme 157. Il devrait être finalisé en 2025. Nous y sommes en tout cas très attentifs. Sur la question de la prostitution au niveau des jeunes, on a donc une enveloppe qui ne s'est pas échappée de 6,2 millions d'euros qui a été inscrite donc, au budget pour lutter donc, contre la prostitution infantile. Sur les violences faites aux femmes, donc sur la question par rapport aux auteurs, on a effectivement plusieurs chantiers qui sont ouverts, c'est un travail à faire. Je parlais tout à l'heure de prévention également, éviter contre les récidives. Mais il y a aussi, lorsque je suis allé à la cave de Lille pour vérifier la mise en œuvre donc de la location dont parlait tout à l'heure Sarah, on a pu voir aussi qu'il pouvait y avoir une approche, non pas pour que ce soit l'épouse qui quitte le domicile, mais plutôt soit l'homme. Voilà, donc c'est aussi un sujet qu'il nous faut travailler pour qu'il n'y ait pas une double victimisation finalement à ce titre-là. Donc c'est un dispositif également qui est travaillé aujourd'hui. Sur l'ensemble des questions, je pense qu'on a apporté des réponses. Alors, chers collègues, ou anciens, chers députés Marle, pardon, je devrais dire, effectivement, le privilège d'avoir un recours, c'est qu'on peut cumuler finalement, et on peut rester maire jusqu'à ce que le recours soit purgé. Mais en toute cause, on a une question effectivement sur les EHPAD qu'on a abordées dans le cadre donc, de l'examen du PLFSS donc, dernièrement. On a plusieurs axes de travail. On a effectivement la question, vous le savez, par rapport aux départements qui étaient volontaires, les 23 départements volontaires, une question donc de financement différents au titre donc, de la fusion des sections donc, qui relèvent du sanitaire et du médico-social, qui devraient dégager des marges de manœuvre. En tout cas, c'est les simulations que nous avons de disposition dans les EHPAD concernés par les départements.
Il y a aussi des aides à l'investissement donc, qui sont prévues. Et puis, il y a ce que j'appelle à mes voeux, cette transformation finalement de l'offre en additionnant différents crédits qui associent soit le répit, soit l'attention qu'on peut porter aux personnes en situation de handicap vieillissante, soit les autres dispositions à apporter par rapport au financement qui nous sont dédiés. Donc, je pense qu'on aura besoin de travailler de manière plus horizontale demain. En tout cas, c'est le message que je passe, moi, au titre des gestionnaires d'EHPAD. Et puis, parfois, il faut actionner des questions de mutualisation de moyens, notamment tout ce qui concerne l'ingénierie ou les directions, etc. Donc, ce n'est pas simplement une question de volonté, c'est aussi une question structurelle. On voit bien combien il est difficile aujourd'hui d'atteindre des taux de remplissage depuis la crise du Covid et la crise que je qualifierais d'Orpea. Et donc, c'est un travail plus fin qu'il faut réaliser avec les gestionnaires en eux-mêmes. Monsieur Bazin. Bien. Merci de toutes ces réponses. Je vous remercie tous les quatre d'être venus devant nous. Et puis, je rappelle simplement que demain matin, il n'y a pas de réunion. Je ne peux pas. Alors, on ne va pas rouvrir le débat. Je rappelle que demain matin, il n'y a pas de réunion de la commission et qu'on se retrouve mardi prochain à 16h30 pour l'audition du président de la 6e chambre de la Cour des comptes qui viendra nous parler d'un rapport qu'a fait la Cour des comptes, à la demande d'ailleurs de Madame la Présidente Parmentier-Lecoq. À l'époque, c'était sur les urgences et l'état des services d'urgence en France. Mardi à 16h30, mardi prochain. Mais vous avez ça dans les convocations. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt.